God, I'm not married. Les fans auront peut-être reconnu la voix de Michelle Pfeiffer, incarnant une Catwoman en pleine transformation dans le cultissime Batman Returns. Catwoman, c'est cette secrétaire assassinée par son patron, qui ressuscite en anti-héroïne féline. Aussi violente et colérique que câline et sensible, à la fois vieille fille à chat et femme fatale, folle et fascinante. En rentrant chez elle après son meurtre, elle appelle « Chérie !» Je suis à la maison, mais personne ne lui répond, et elle enchaîne. Oh, j'ai oublié que je ne suis pas mariée. Je fantasme la liberté de Catwoman, tout en m'interrogeant sur ce cliché persistant d'une solitude désespérée de la femme célibataire qui, trahie, peut aller jusqu'à sombrer dans la folie et la violence, si toutefois ce n'est pas dans la dépression. Perpétuellement en colère, Catwoman dit un peu plus tard dans le film « Life is a bitch ». And so am I. En cette Saint-Valentin, je me pose la question, pourquoi se met-on en couple ? Bien sûr, on a d'abord tendance à penser aux mêmes motifs conventionnels. Partager son quotidien et diverses expériences de la vie avec une partenaire que l'on aime, fonder une famille, avoir des enfants peut-être, réaliser le « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » des contes de fées de notre enfance, se stabiliser dans un équilibre qui nous convient, donner un sens, une direction socialement acceptée à son existence, ou encore mieux se connaître, telle Catwoman qui demande à Batman « Peut-être que tu peux m'aider à trouver la femme derrière le chat ?» Je pense aussi à des raisons peut-être moins avouables. Se sentir protégé et en sécurité, sortir d'une solitude subie, en finir avec une peur de vieillir seul. Céder à une injonction socioculturelle, se prouver qu'on peut nous aussi avoir la vie de tout le monde, accepter un plus grand confort matériel du fait de partager non seulement son lit, mais aussi et surtout le loyer et les impôts. J'entrevois beaucoup de peur derrière certaines de ces motivations à se mettre en couple. La peur de la solitude, de l'avenir, de l'incertitude, de l'inconnu, du rejet, de l'abandon. Mais si ces peurs peuvent en partie expliquer que l'on s'enlise parfois dans des relations amoureuses qui ne nous conviennent pas, il semblerait qu'elles ne fassent ainsi que se renforcer. Pour en finir avec ces peurs, il faudrait, là encore, cesser d'attendre la rédemption de l'extérieur. Cesser de trop en demander au couple. Cesser de poursuivre un désir de fusion avec l'être aimé qui, pour mon anti-héroïne du jour, finit par tuer le couple. Véronique a longtemps cherché à lutter contre son anxiété en se réfugiant dans la relation amoureuse, les relations amoureuses. Elle nous explique comment la peur, en créant un imaginaire futur catastrophique car sans l'être aimé, peut précisément conduire à la réalisation de ce cauchemar. Plutôt que l'anxiété qui accompagne souvent l'intensité, elle nous raconte comment elle en est venue à choisir le calme de l'ici et maintenant. Bienvenue dans Anti-Héroïne, votre podcast qui décortique les peurs ordinaires. Bonjour Véronique, ravie de t'accueillir dans Anti-Héroïne. Bonjour Jasmine. Donc déjà c'est la première fois que je fais une interview en dehors de chez moi, donc j'ai ramené mes petits micros, mon petit matériel. On est dans une salle très agréable où tu viens d'animer un atelier, si j'ai bien compris, pendant 2 jours. Ouais, sur sortez de vos problèmes amoureux. Voilà, donc très vaste question et je suis assise en tailleur sur un tapis hyper confortable avec mon micro devant moi et tu es sur un canapé qui m'a l'air tout aussi confortable et assise en tailleur comme moi aussi. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu le ton et le cadre de cette discussion. Alors, donc Véronique, tu es psychologue, psychothérapeute, spécialiste de la relation amoureuse, formatrice et aussi conférencière. J'ai une première question peut-être un petit peu provocante. Est-ce que, en tant que thérapeute, la perspective de te confier sur tes propres peurs te fait peur ? Ah ben non, pas du tout, parce que d'abord j'ai accepté cette interview, parce que j'étais intéressée, j'ai écouté tes podcasts,
Et j'ai trouvé assez chouette que tu puisses parler librement de ces questions de la peur, qui est quand même l'émotion de base chez l'être humain, chez nous tous, qu'on a en commun. Et justement, je me sens depuis des années assez libre de ma réputation et donc de parler et de témoigner de ce qui me concerne dans ma vie ou dans mes expériences personnelles pour justement arrêter de prétendre être différente des autres, d'avoir une posture haute en tant que conférencière ou thérapeute. Simplement pour dire que je suis comme tout le monde, que moi aussi j'ai des peurs, que si moi j'en ai, les autres en ont, etc., etc. Alors plus généralement, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur donc, de quoi et dans quelles circonstances ? J'ai passé mon temps, moi je suis basée sur mon émotion de base c'est la peur, parce que j'ai des troubles d'anxiété un peu généralisés et j'ai une anxiété de base en fait. Il y a surtout selon les profils de personnalité, on n'est pas identique, on n'a pas le même parcours de base sur l'anxiété. Moi, vu les traumas transgénérationnels que je me trimballe, donc je suis génétiquement née avec une anxiété, d'accord, dans lesquelles j'ai passé mon temps à lutter contre. Une des astuces que j'ai trouvées pendant des années, il n'y a pas que moi d'ailleurs, souvent ceux qui sont anxieux, ils vont utiliser la relation amoureuse comme un point de sécurité. Donc moi j'ai longtemps, après j'en ai fait un métier, mais j'ai longtemps utilisé les hommes, le couple, l'amour, la sexualité aussi, comme un support, une forme de résolution à ces troubles de l'anxiété. Mais j'ai quand même, comme je suis aussi devenue... Alors avec l'anxiété, souvent les gens qui sont anxieux vont, pas tous, mais utiliser ça aussi comme une force. Parce que l'anxiété, c'est la vigilance. Donc la vigilance, ça rend un peu hyperactif. Donc l'hyperactivité, ça donne de l'énergie pour résoudre des tas de problèmes qui parfois n'en sont pas, pour entreprendre des tas de trucs, pour être actif. Bon, ça a été mon cas, donc ça me donne un côté enthousiasme, un côté orientation des ressources pour pas lutter contre la peur en fait. Donc ça, c'est tout l'envers du décor de ceux qui sont installés en base sur la peur. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir thérapeute et à t'intéresser en particulier à la relation amoureuse ? Alors, déjà, le métier de psy que j'ai choisi il y a fort longtemps, j'étais psychologue du travail au départ, mais j'avais toujours en tête d'être psychothérapeute ou psychologue, en tout cas en travaillant en clinique. C'était justement cette histoire de résilience. Bon, moi, je suis issue des traumatismes de la Shoah, puisque je le dis parfois. Et donc, il y a souvent cette affaire de résilience, de comprendre pourquoi, jusqu'où la violence, jusqu'où les traumatismes, comment on peut transformer le traumatisme, comment on peut amener à se sentir mieux en termes de confort et de bien-être et à être libre de ces enjeux de souffrance existentielle, je dirais. Tu vois. Donc, et en plus, je suis née dans un milieu, dans un environnement familial où ces questions autour de la résilience, autour de la psychologie, autour de la spiritualité, autour de l'ésotérisme étaient présents. Donc c'est pas non plus anodin. Il y a une grande partie de ma famille qui sont psy ou qui sont branchés spiritualité. Donc ça n'a rien d'étonnant dans mon parcours. Petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. L'enquête sur la peur d'Anti-Héroïne se nourrit de vos retours et des étoiles que vous donnez aux épisodes sur votre application de podcast. Alors n'hésitez pas à en mettre le plus possible et à suivre les actualités du podcast sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Je vous invite aussi à me proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes. Merci pour votre soutien. Alors, dans ton dernier livre, tu explores les racines, mais aussi les conséquences de la peur de perdre l'autre. Source, selon toi, donc là je te cite, de nombreux comportements dysfonctionnels qui vont venir saboter, voire détruire la relation amoureuse. Selon toi, d'où est-ce qu'elle vient déjà cette peur de perdre l'autre ? C'est justement ça, de ce besoin, de ce sentiment de manque qui fait que je crois que j'ai besoin de faire un couple ou de trouver une bonne personne ou une personne avec qui je vais faire couple
qui va honorer mes besoins de tendresse, de sensualité, de sexualité, de complicité, de partage, de soutien, de plein de choses en fait, hein, de me réparer aussi. Et donc je pars avec cette idée en tête, qui est aussi aujourd'hui liée à ce qu'on appelle la construction du mythe romantique, hein, qui est quelque chose de très socialement introjecté. Hein. Et du coup, cette idée de je vais faire un couple romantique n'est pas reste dans les esprits, tu vois. Donc cette idée de tomber amoureux pour toujours est une idée programmée. Hein. Et quand j'y crois et que je veux rester scotché à la fusion, je commence à me perdre parce que je préfère le rêve au réel. Voilà. Donc ça commence comme ça l'histoire. C'est ma représentation de ce que je crois vouloir qui déjà me perd. Ouais. Donc il y a un problème déjà à la base qui est d'ordre éducatif en fait. Et sociologique, éducatif, et puis aussi, tu parles de la peur, c'est très lié à l'insécurité. Si je suis une personnalité axée, basée sur la peur et l'insécurité, c'est ce que j'ai dit sur moi, la première stratégie qui va me venir à l'esprit, non seulement de par la norme sociale, mais parce que je suis insécure en moi, j'ai de l'anxiété, je vais vouloir me rassurer. Au lieu de me dire je vais me rassurer toute seule ou je vais trouver des astuces pour me rassurer avec des amis ou je sais pas quoi, avec mon chat, je vais me dire je vais me rassurer avec un homme si je suis une femme, ou je vais me rassurer avec une femme si j'ai un homme, si je suis un homme. Donc c'est la première idée qui nous vient à la tête, c'est de se rassurer, c'est d'apaiser un peu, de colmater les brèches de cette anxiété par un autre que nous. Et là commence le bordel. D'accord. on va en reparler de ce bordel, si tu veux bien. Donc, tu as intitulé ton livre « Quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre ». Comment est-ce que cette peur génère ce que tu appelles des cercles vicieux autodestructeurs qui peuvent aller jusqu'à la concrétisation de ce que l'on craint tant, au final ? Dès que j'ai une croyance, tu sais très bien qu'on vérifie nos croyances. Si j'ai la croyance que je ne suis pas assez aimable, j'ai pas assez de valeur, par exemple, donc je vais le perdre, ou je me méfie parce qu'à tout moment, il peut me trahir, donc ça c'est une autre raison pour laquelle j'ai peur de perdre l'autre, ben, je vais focaliser mon attention, je fais une fixette, et en général, je vérifie que je suis nulle et non avenue et que c'est moi le problème. Ou alors, je vérifie que l'autre va me trahir parce qu'il finit par me trahir. Donc, de toute façon, à un moment donné, quand je suis focusée sur un truc, j'y crois tellement que je le vérifie. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, c'est des processus, tu sais ce qu'on appelle des vérifications. C'est l'autoprophétie. Hein, et je me conforme à ce que j'imagine et donc je le vérifie. C'est à force de tellement essayer de se prémunir contre quelque chose dont on est convaincu que de toute façon elle arrivera, elle finit par arriver, quoi. Ça finit par arriver parce que je ne vois plus que ça. On en avait un dans le groupe tout à l'heure qui était convaincu qu'il n'avait pas les codes, qu'il était nul, qu'il n'était pas plaisant. C'était un beau mec en plus, tu vois. Qu'il n'avait pas de valeur, il n'était vraiment pas à la hauteur de pouvoir plaire et de draguer quiconque. Et il n'arrêtait pas de le vérifier. Mmh. Ouais. En fait, son truc, c'est moi je suis un problème, c'est moi le problème ici. Les femmes sont bien et moi je suis un problème. Évidemment, il partait comme ça. Donc à chaque fois, il passait son temps à le vérifier et tout son entourage lui disait mais c'est toi le problème. Fais des cours sur la stratégie de séduction. L'entourage va alimenter parce que je vais faire attention à ce type d'entourage. Si les autres, dans mes amis, me disent mais non, c'est pas toi qui as un problème, je n'entends pas. Je vais entendre que ceux qui me disent c'est toi le problème. Ouais, parce qu'ils vont dans le sens de mon raisonnement. Exactement. En fait, on veut avoir raison et continuer à souffrir. C'est ça, c'est une attention focalisée sur la croyance. C'est ça. Dans une autre intervention, tu dis que souvent, quand on a peur de perdre l'autre, c'est qu'en fait, on n'est pas très épanoui et que l'inverse de la peur dans une relation, c'est la notion de plaisir. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Pourquoi en fait tu dis ça et comment on fait pour se débarrasser du coup de cette peur qui nous empoisonne l'existence en fait? Ça, c'est mes observations personnelles. C'est moi qui l'ai inventé ce truc-là. Enfin, je l'ai pas tellement trouvé dans des bouquins. C'est l'inverse de la peur. Je me suis dit, c'est quoi? Souvent, on dit c'est la sécurité. Ou l'amour, j'ai vu. Ouais, l'amour, l'inverse. Oui, l'amour, ouais, c'est ça. Il y a deux voies, l'amour et la peur. Moi, je me suis dit, pour moi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est l'amour? Mais l'amour me mène à quoi? L'amour me mène au plaisir, en fait. Hein.
Quand je regarde bien, quand je sens que j'aime et que je suis aimée, à ce moment-là, j'ai du plaisir et ça me donne de l'expansion dans le corps, un sentiment de plénitude, de paix, de calme, de bien-être, etc. Donc c'est du plaisir en fait. C'est pour ça que je suis arrivée à la conclusion que sensoriellement, ça me met dans le plaisir. Donc quand je fais un raccourci, je me dis l'inverse de la peur, au lieu d'être flippée comme une bête et de rester anxieuse et tout sur des imaginaires du futur qui n'existent pas, puisque c'est catastrophe, il n'y a que le présent qui existe. Donc je suis devenue une championne de la ressource. C'est-à-dire, je m'oriente sur le plaisir, pas en être addict, mais sur des plaisirs divers et variés, voire des petits plaisirs qui font que ces plaisirs me shootent à des hormones comme des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine, des trucs comme ça. Du coup, j'ai beaucoup moins. Du coup, l'organisme s'autorégule de lui-même et la peur diminue parce que je fais le contrepoids avec les hormones du plaisir. Voilà. Donc c'est une idée, c'est une observation que j'ai faite. L'inverse de la peur, c'est le plaisir, mais pas le plaisir à en être dans une addiction effrénée hédoniste au plaisir non plus. C'est pas non plus un excès d'hédonisme, mais c'est de juguler, de faire le contrepoids, comme je viens de dire, avec l'excès de la peur qui est pas sain du tout, parce que la peur, c'est les hormones du stress. Donc l'hypervigilance. Ça crée du contrôle, ça crée plein de trucs hyper néfastes, et c'est pas la peine de rester scotché dans la peur, ce n'est pas du tout productif, parce que quand j'ai peur de perdre, on l'a vu, c'est contre-productif, c'est comme ça que je me perds et que je le perds. Donc ça fait l'effet inverse. Donc dès qu'on a une croyance comme quoi il va me manquer, il est indispensable à ma vie, ça c'est la peur de perdre, je me mets maintenant des hormones du stress à l'idée que plus tard je vais éventuellement le perdre, et qu'il m'est indispensable, et depuis le début, tout ça est faux. Mais tout est faux. D'abord, il ne m'est pas indispensable, c'est faux, je n'ai pas vérifié l'inverse, il faut que je vérifie l'inverse, et en plus, même s'il part plus tard, ce n'est pas une catastrophe, mais ça, je ne le sais pas. Donc je passe mon temps à me faire peur maintenant, à me shooter du stress maintenant, dans un futur imaginaire qui en plus est faux. Et résultat, on est complètement malheureux, en fait. C'est que de la souffrance, c'est de la souffrance à l'état pur, instant après instant. Donc la peur, c'est hyper toxique et ça ne protège pas en plus, ça ne protège en rien d'une rupture. Parce que là, on est dans l'histoire d'amour. Si à tout moment l'autre il peut partir, si d'un coup il part pour une raison et que je m'y attends pas, c'est pas parce que j'ai peur avant que ça va me protéger après. C'est complètement inefficace. Parce que plus j'ai de l'énergie disponible, le jour où un pépin m'arrive, je fais face au moment où le problème arrive, mais je ne vais pas faire face avant qu'il y ait quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Et quand on est mal dans une relation et qu'en même temps on a peur de perdre l'autre et donc qu'on continue, en fait, on n'est pas bien, mais on continue comme ça. Comment est-ce que tu expliques ça, en fait ? Comment est-ce que tu expliques qu'on ne mette pas un terme à une situation qui finalement fait du mal à tout le monde, en fait ? C'est extrêmement fréquent. D'abord, ça m'est arrivé aussi maintes et maintes fois. Je me suis observée, déjà, mais souvent, mais je pense que toi aussi. Regardez combien de fois vous vous êtes observée dans des histoires invraisemblables, même en train de rester. Moi, je me suis vue, par exemple, rester au téléphone en me disant, mais cette discussion ne sert strictement à rien. Mais rien, je perds mon temps, je passe du temps, et c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'être au téléphone, à discutailler le bout de gras sur la relation, à parler sur la relation, etc. Comme si une partie de moi, c'était plus fort que moi, continuait le lien à tout prix, alors qu'une autre partie savait pertinemment que c'était inutile, que ça me mettait en stress, que j'étais plutôt, juste avant de dormir, en train de m'activer, tu vois, au lieu de m'apaiser avec un bouquin, un truc sympa, une musique. Non. Donc c'est quelque part, quand tu regardes bien, si tu observes et tu dissèques le truc, c'est l'idée que si tu te maintiens pas dans le lien avec ce partenaire que tu as choisi, tu vas perdre quelque chose. Il va te manquer quelque chose. Donc on est sur l'histoire de la pénurie. Il va me manquer quelque chose parce que j'ai décidé, j'ai fixé, j'ai projeté que cette personne-là était importante pour moi. Je l'ai rendue indispensable à ma vie. C'est-à-dire que j'ai projeté un imaginaire, c'est une projection, c'est un imaginaire, qu'elle était exceptionnelle ou indispensable, ou que sans elle, ma vie serait beaucoup moins chouette. Des trucs comme ça, qui sont que des imaginaires, mais je ne peux pas m'empêcher, à ce moment-là, ça c'est une zone invisible, je n'ai pas du tout conscience à ce moment-là que je l'ai rendue indispensable.
Je crois qu'elle m'est indispensable. C'est la différence entre je suis persuadée et je suis convaincue à ce moment-là, quand je reste au téléphone avec elle, alors que je sais que c'est pas bon pour moi, et que je mets pas de limite en disant bon, stop maintenant, au revoir, je m'en fous si tu ne me rappelles plus jamais de ma vie, c'est parce que je crois que j'ai besoin de toi et que j'aurai besoin de toi dans le futur. Oui, moi je trouve que c'est ça aussi qui est dur dans une rupture amoureuse parfois, c'est de devoir renoncer à la projection qu'on s'est faite de la personne et avec la personne finalement plus que la personne elle-même. En fait. Oui, c'est le projet du couple souvent. On a projeté des choses avec elle, soit on a projeté des choses sur elle. Il est magnifique, grâce à lui j'ai du plaisir, j'en ai pas ailleurs, grâce à lui j'ai de l'intensité, j'en ai pas ailleurs, ou grâce à elle. Enfin, soit on a projeté des trucs sur cette personne qu'on a fixé sur elle au lieu de se réapproprier ce qu'elle nous fait sentir, soit on a projeté un projet couple. C'est-à-dire qu'on a fait dans notre tête, c'est mental, un schéma de, avec lui je vais faire des voyages, avec lui je vais avoir une maison, avec lui je vais avoir une famille. Donc tout ça c'est mental, parce que pour l'instant il n'y a rien. Alors on a peut-être parlé ensemble de futurs projets, mais c'est pas parce qu'ils sont imaginés qu'ils vont se réaliser. Ouais. Il y a une différence entre l'imaginaire et la réalité. Mais quand je crois et que je m'identifie à ces projets et que je pars dans la fusée du projet couple, alors quand l'imaginaire s'arrête, parce que l'autre s'en va, parce que je suis décevante ou je sais pas quoi, à ce moment-là, il y a tout qui s'effondre parce que mon futur, il se casse la gueule en fait. Mon futur exceptionnel que j'avais projeté avec lui, mais c'était pas un futur exceptionnel, c'était un imaginaire. Et c'est moi qui me suis raconté l'histoire, c'est une histoire, qu'avec lui, j'allais faire une famille et que, en plus, ma famille allait être formidable, ou que j'allais faire des voyages et que mes voyages allaient être formidables. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Si ça se trouve, j'allais faire un voyage avec lui, qu'elle était une catastrophe. Mais je me suis pas du tout dit ça dans ma tête. Je me suis dit, ouais, avec lui, c'est tellement mieux, sans lui, c'est tellement nul, avec qui je vais faire des voyages, j'aurai personne. Enfin, des tas de trucs qu'on se raconte qui sont jamais questionnés, en fait. Oui, oui. Alors, si on revient un peu à la peur, Véronique, est-ce que tu dirais que tu aimes avoir peur ou te faire peur ? Non, alors moi j'ai suffisamment navigué dans les troubles de l'anxiété pour te dire que c'est pas une passion la peur. J'ai plutôt passé ma vie à chercher comment me libérer de l'anxiété que comment l'augmenter, si tu veux. Parce que bon, après c'est vrai que pour ceux qui sont pas gênés par l'anxiété de base, de temps en temps, se faire une petite frayeur, monter sur des montagnes russes, se faire dans les sports, tu vois, les sports extrêmes, des machins comme ça. Why not ? Tu vois, parce que là, ça leur fait des sensations fortes et des émotions fortes. Pourquoi pas ? Mais ça peut être aussi dangereux quelque part d'aller se perdre là-dedans. Bon. Mais pour quelqu'un en général, et moi je peux parler pour ma gouverne, moi qui suis depuis toujours dans une base anxieuse, je vois pas du tout l'intérêt d'aller m'exciter avec des trucs qui me font peur. J'ai déjà assez peur comme ça, je vais pas en rajouter des couches. Je vais plutôt chercher à diminuer l'anxiété qu'à l'augmenter. Oui. Moi j'ai passé ma vie à chercher des tas de thérapies, des tas de trucs, des tas de techniques, des tas d'outils, des tas de ressources pour justement juguler la peur et pas en rajouter. Bon voilà, c'est plutôt mon chemin, c'est plutôt de chercher. En fait, moi, je me suis rendu compte qu'à travers la relation amoureuse, par exemple, si on parle de la relation amoureuse, parce que je me suis spécialisée sur le sujet, je cherchais la sécurité et l'intensité aussi, mais beaucoup la sécurité, à travers les bras d'hommes ou l'amour d'un homme. Et au final, c'est pas, je trouvais par moments ce truc-là, mais souvent, j'avais beaucoup d'anxiété aussi. Parce que ça résout pas tout. Bien sûr. C'est pas le remède miracle. Il y a tous les problèmes relationnels, il faut que l'autre y reste. Voilà, il y a plein de... Tu peux toujours être anxieuse à l'idée qu'ils partent. Bon, bref. Donc, ton anxiété se résout pas du tout comme ça. C'est un leurre de croire que tu vas trouver, à travers une relation amoureuse, de la sécurité. Bon, à force de chercher dans tous les sens, j'ai vu quelles étaient les voies ou les stratégies qui menaient vers le calme ou l'apaisement de l'anxiété, et quelles étaient les stratégies qui augmentaient l'anxiété. La stratégie de la relation amoureuse a plutôt tendance même à augmenter mon anxiété qu'à la calmer. Elle la calme un temps, puis elle finit par l'augmenter. Donc si tu veux, à force d'expérimenter des tas de trucs dans tous les sens, j'ai fini par faire des conclusions sur qu'est-ce qui augmente mon stress et l'anxiété, qu'est-ce qui diminue mon stress et l'anxiété. Parce qu'au fond, je cherche quoi ? L'inverse de l'anxiété, c'est le calme.
Donc moi, je suis très claire maintenant que ma démarche, ce que je cherche, ce après quoi je cours, c'est le calme et c'est pas l'intensité, l'excitabilité, le shoot aux sensations fortes et aux émotions fortes qui vont augmenter cette dérégulation de mon système nerveux et qui ne vont pas augmenter la stabilité. Donc moi, je suis très claire là-dessus. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont pas au clair là-dessus, qui sont en base anxieuse et qui vont se dire, ah bah alors là, pour être moins anxieux, je vais aller, puisqu'ils sont hyper vigilants, je vais aller m'activer sur des tas de trucs, du sport, du machin. Pourquoi pas ? Mais si ça augmente l'instabilité de ton système, ça va augmenter les troubles de l'anxiété et les troubles du sommeil, parce que l'anxiété, ça va avec les troubles du sommeil, ça va être parfois avec un état un peu émotionnellement labile, tu vois, tu tiens pas la route au niveau émotionnel, tu fais les hauts et les bas, t'es irrité, t'es irritable, tu te fais des états d'épuisement, bref, c'est pas terrible. Le tableau d'anxiété et des conséquences de l'anxiété, c'est quand même pas terrible du tout. Donc quand tu sais que qu'est-ce que tu cherches au fond, c'est plutôt la paix, le calme, plutôt que l'agitation et l'excitation, tu ne perds pas de vue ce cap. Si tu le perds de vue, c'est que tu te fourvoies, tu te perds dans des stratégies diverses et variées qui ne vont pas du tout t'amener au calme, mais au contraire, t'amener à l'augmentation de l'anxiété ou de l'agitation. Ça me laisse songeuse. Je pense que de mon côté, je suis encore un peu addict à l'intensité, même si j'ai tendance à devenir de plus en plus calme. C'est important de voir que l'intensité va augmenter l'agitation. C'est sympathique, et l'excitation, c'est pas le calme, c'est la polarité inversée, hein. C'est la forme inversée. Mais du coup, quand on est anxieux, c'est pas forcément une bonne chose, effectivement, parce que quand ça retombe, et ça retombe très vite, c'est là où... T'es en manque, et t'es pas en... Parce que ça, si tu veux, dans l'intensité, on l'a dans l'orgasme par exemple, il y a la paix qui apparaît, juste après, au moment ou juste après. Ça dure quelques minutes, quelques secondes, etc. Ou une heure, tant que ça dure. Mais ça ne dure pas éternellement. Après, l'anxiété de base, ou la recherche de l'intensité, repart. Il y a un manque. Donc du coup, c'est toujours les montagnes russes, en fait. Et c'est in fine, toujours un effort à faire pour aller à un apogée, un poids d'apogée, qui va te mener au calme l'espace d'un instant, pour repartir dans la recherche d'intensité. Donc c'est un machin sans fin. Donc quand tu observes bien ce phénomène, que ce soit à travers la relation amoureuse, à travers la sexualité, à travers le sport, à travers le travail, à travers n'importe quelle passion, peu importe, c'est toujours la même chose. Donc quand tu en as marre de faire des boucles qui tournent en rond dans le même sens et que tu vois qu'en fait tu cherches à résoudre ce problème d'anxiété, en tout cas ça a été mon cas, en cherchant le calme plutôt que l'intensité, tu commences à dire attends, je perds je suis dans, c'est quoi là, qu'est-ce que je fous là, je suis en train d'être dans une stratégie qui mène à l'intensité ou qui mène au calme. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux être libre ou est-ce que tu veux aggraver ton cas? Tu écris, je sais plus où j'ai vu ça, mais en tout cas tu as écrit, j'ai mis des guillemets, à force d'avoir peur de voir l'autre partir, en étant prêt à tous les sacrifices pour que cela n'arrive pas, c'est soi-même que l'on risque de perdre. Et comme tu l'as expliqué tout à l'heure, souvent sans même sauver la relation. J'aimerais bien revenir justement sur comment est-ce qu'on se perd soi-même en fait, et pourquoi est-ce que ça nuit au couple finalement. Déjà, c'est vrai que c'est toi que tu perds quand tu as peur de perdre l'autre. Forcément, tu mets l'autre sur un piédestal, l'autre ou le couple, hein, ou la représentation que tu as du couple que tu formes avec cette personne, et notamment dans le futur. Et donc déjà, cette idée qu'il te faut ce couple ou cette personne fait que tu le mets dans une posture haute et toi, du coup, dans une posture basse. Donc c'est une projection idéalisante, c'est-à-dire lui il est là-haut et toi tu te dévalorises. Souvent c'est un phénomène classique de vase communicant où c'est pour ça que tu te perds, parce que tu te dis je vais commencer à faire des efforts et m'adapter pour maintenir ce couple qui est bancal. Parce qu'il y a des moments de crise et tu te dis bon allez il faut que je retrousse mes manches et que je persévère parce que je tiens à ce couple, sinon il va me manquer, ce partenaire. Mais c'est moi qui me suis soit engagée. Pourquoi je me suis engagée à le maintenir? Pourquoi je veux le maintenir à tout prix, alors que je sais qu'il y a des trucs qui ne me correspondent pas? Si c'est harmonieux, ça va, c'est fluide, je ne vais pas l'arrêter. Mais si c'est disharmonieux, et que le partenaire en face, une fois, deux fois, trois fois, tu essayes de faire des opérations de changement, et que ça ne bouge pas beaucoup, voire que tu es toujours hyper mal, frustré, tendu,
tu commences à avoir des somatisations, machin comme ça, pourquoi tu restes? Donc tu te perds à l'endroit où tu veux maintenir un couple et que tu ne mets pas des limites, où tu te dévalorises parce que tu crois qu'il te faut ce couple. Et c'est une croyance de base, hein. Il me faut ce couple. Donc je me déprécie en ne me respectant pas. Très souvent, quand la personne elle dit « il ne me respecte pas », la première chose que moi je confronte, quand d'abord je me le suis fait à moi, et je me suis vue après avec le recul, quand je disais il ne m'écoute pas, par exemple, pas assez comme je veux, ou il ne me respecte pas, en fait c'est moi qui ne me respectais pas, c'est moi qui ne m'écoutais pas suffisamment mais il faut que j'arrête cette relation, elle n'est pas bonne pour moi, elle ne me correspond pas. Ça n'a rien à voir avec le partenaire il est comme il fait de son mieux dans l'histoire, je ne suis pas en train de blâmer le partenaire, je suis en train de voir que moi ça ne me correspond pas pour mes raisons qui sont les miennes. Donc à ce moment-là, c'est moi que je ne respecte pas, c'est moi que je n'écoute pas. Et ça, c'est le premier retournement qui est important. Au lieu d'être toujours jeter la pierre à l'autre en disant c'est l'autre qui fait faux, c'est l'autre qui a blâmé, c'est l'autre qui ceci, qui est méchant, qui est distant, qui est tati, qui est tata. L'autre, il est comme il est. Je reprends mon pouvoir en main en me disant mais attends, c'est qui que je respecte pas? C'est qui se dévalorise là-dedans? C'est qui se perd là-dedans? C'est moi. Pourquoi? Parce que je crois qu'il m'est indispensable. Oui, et puis comme tu l'as dit, je ne me respecte pas en restant dans cette situation qui ne me convient pas en fait, et j'en ai conscience, c'est ça le pire. Ben, j'en ai conscience, mais si je ne m'arrête pas, si je ne mets pas des limites fermes et non négociables, c'est que je crois que c'est mieux de le garder, que j'ai plus de bénéfices à le garder, donc il m'est donc plus indispensable que je l'imagine, que d'arrêter net la relation. C'est dur de sortir de ces états-là. Non, parce que c'est une croyance. Ouais, mais c'est hyper dur d'inverser une croyance. La croyance que c'est mieux à deux, ou c'est mieux avec cette personne, persiste. Donc c'est un rêve, en fait. C'est un imaginaire. Hein. Ce n'est pas une réalité. Donc pourquoi je me fais cet imaginaire? Parce que je n'ai pas expérimenté le fait d'être sans cette personne et d'avoir autant de stratégies pour accéder à mes besoins et à mes ressources sans passer par cette personne. C'est ça que j'ai pas vérifié dans la réalité. On serait plus heureux, selon toi, si on rêvait moins? Ah oui, carrément. Alors, c'est vrai. Si on rêvait moins d'un rêve d'un couple enfin, tu sais, un couple qui fonctionne, quoi, comme dans nos rêves. Mais par contre, on peut jouer à être une héroïne, tu vois, mais ça, il faut beaucoup de maturité pour pouvoir rentrer dans la fusion et en sortir librement. C'est-à-dire à faire comme si tu joues le rôle de l'amoureuse, de l'adolescente amoureuse, par exemple, tu vois, c'est sympa, hein, t'es ado, là, tu te fais un trip, je suis amoureuse, t'es amoureux, nous sommes amoureux, sans y croire vraiment, c'est-à-dire t'es dans le rêve, tu vois que t'es dans le rêve, t'es dans le personnage du rêve, hein, tu joues l'actrice, l'héroïne de ton rêve préféré, mais tu sais que tu joues un jeu, et que si les choses tournent mal, au cas où il répond pas, ou qu'il est maltraitant, au cas où ça te correspond pas, tu arrêtes de suite, parce que c'est un jeu. Donc tu vois, il y a la différence entre je sais que je suis l'auteur de mon film préféré, qui est le rêve romantique, et je crois que c'est vrai qu'il me faut cette personne. Ouais. Et ça, t'y arrives? Ah bah, j'y arrive maintenant parce que j'ai fait des tonnes d'expériences. Moi, j'ai fait exprès d'expérimenter. Hein. Je me suis dit, il n'y a que dans l'expérience que je peux éprouver et mieux me connaître et voir comment j'acquiers des compétences de rentrer dans la fusion, d'en sortir, de rentrer, d'en sortir. Donc de me renforcer quelque part et d'être libre des enjeux de la relation. Par rapport à l'anxiété, parce que je rappelle que j'ai utilisé la relation amoureuse et sexuelle beaucoup par rapport à l'anxiété. Donc pour me sécuriser, pour me rendre la vie intense, mais surtout pour me sécuriser. Donc à ce titre-là, j'ai passé mon temps à expérimenter en veux-tu en voilà des relations, y compris avec une dynamique assez ouverte, puisque j'aime pas les modèles normés, donc je me suis assez vite rendue au questionnement des modèles amoureux, notamment des modèles ouverts, pour les modèles fermés, les modèles ouverts, à questionner les modèles, peu importe, donc à faire des expériences anticonformistes. Mais par le goût de l'exploration, et puis aussi pour asseoir un peu, pour cultiver cette lutte contre l'anxiété quand même, beaucoup, hein. Y compris dans la sexualité. La sexualité, c'est aussi beaucoup l'affaire de se mettre dans les bras d'un homme, même si dans la sexualité, il y a être prise dans les bras aussi.
Donc très souvent, je me suis amenée à conclure que, mais oui, mais en fait, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que c'est l'orgasme? Ou est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est l'excitation? Est-ce que c'est l'intensité? Ou est-ce que c'est au final la tendresse? Moi, c'est plutôt la tendresse, in fine, que le machin simplement excitatoire. Mais c'est bien, à force de faire des expériences, tu te connais mieux en fait. C'est toi que tu rencontres dans les expériences. Bon, donc je me suis intéressée aux expériences pour aboutir à des conclusions sur mon fonctionnement. Et sur le fonctionnement, en tant que psy, en plus ça m'intéresse, sur comment fonctionne l'humain en général pour disséquer et analyser les séquences des comportements dans la relation. Super intéressant. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu penses gérer tes peurs? Alors, moi, je me suis intéressée au croisement de la psychothérapie, de la sociologie et des enseignements spirituels. Tout m'a intéressée, avec curiosité. Et quand une voie comme la psychothérapie, j'ai fait énormément de travail sur moi, n'aboutit pas à la régulation de l'anxiété, en tout cas suffisamment pour moi, du coup, je me suis intéressée à la spiritualité. À la spiritualité, tu vas trouver les voies de l'éveil, enfin la recherche de ce qu'on appelle l'illumination et l'éveil. Et donc, ça fait longtemps que je suis sur chercheuse de vérité, on appelle ça comme ça, et que je suis sur cette voie. Moi, ce qui m'a le plus aidée par rapport à l'anxiété, c'est la thérapie, évidemment, pour diminuer le drame de l'anxiété, de l'enfant, du dialogue avec l'enfant intérieur, des ressources, etc. Mais aussi, c'est principalement ces derniers temps, c'est quand même l'éveil en spiritualité qui m'a quand même le plus aidée et qui a fait une bascule pour moi sur l'anxiété. Tu fais ces expériences, et l'éveil, c'est des états de conscience modifiés, où la réalité change de plan. D'accord, donc un petit peu comme l'hypnose. Alors, c'est pas tout à fait ça. Le truc que j'ai pigé, que en général on pige quand on touche l'éveil, c'est il n'y a que ici et maintenant, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est ce qui est maintenant. Donc ça ouvre le champ des perceptions et tu réalises que tout le reste, ce n'est que le poids des pensées et qu'un imaginaire. Le passé est mort, le futur c'est un virtuel et un imaginaire. En fait, il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est l'ici et maintenant. Un point c'est tout, un point c'est tout, un point c'est tout, c'est un point c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et donc c'est de la méditation alors que tu fais? Pas du tout, j'aime pas la méditation, c'est pas mon truc parce que tout ce qui est... Moi j'ai passé mon temps à faire des efforts, comme je suis dans une anxiété, je t'ai dit que j'étais une hyperactive, donc j'étais toujours une bonne élève, à faire des efforts, machin, tout ça. Donc moi la voie des efforts, ça peut être la voie des autres, c'est pas la mienne. Moi je sais que je dois aller dans la voie de la douceur et du sans-effort, de lâcher les efforts, de lâcher tout en fait. Donc c'est pour ça que... Bon, peu importe comment j'y suis arrivée à ces histoires de spiritualité et d'éveil, mais en tout cas pour moi, ce que je vais préconiser, ce qui me va bien, c'est la voie du sans-effort. Moi je fais des efforts parce que t'as pas besoin de faire des efforts pour être là. Parce que c'est tout simplement ce qui est tout le temps là. On n'est pas peine d'aller chercher un truc, mais même quand on cherche l'éveil, on peut rien chercher puisque c'est déjà là. La présence, le soi, c'est déjà là, c'est tout le temps là. On n'a rien à chercher du tout, c'est juste... une réalisation, c'est juste, tu piges un truc. C'est comme un enfant qui pige un truc, Eureka, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Et donc, quand j'ai compris que tout ce qui était là ne pouvait pas être autrement que ce qui est maintenant, même quand je nomme quelque chose, c'est déjà fini, c'est déjà plus maintenant. Le fait de décrire un processus, c'est déjà après. Tu vois ? Donc, c'est même difficile de mettre un vocabulaire, parce que dès que tu nommes, c'est avant le langage. Il se passe des sensations, des émotions, etc. Et des pensées, donc c'est toujours là. Toujours quelque chose qui se passe, tant que tu es en mode veille. D'accord ? Donc voilà. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui se détend, qui s'est détendu en moi, qui fait que ça n'empêche pas que je repars dans mes conditionnements préférés, mais avec beaucoup plus de détachement, dans le sens où je prête beaucoup moins attention à mes conditionnements qui sont liés aux peurs du futur. Puisque l'anxiété, c'est la peur sur le futur. Ouais, complètement. Donc l'imaginaire, il est vachement plus relativisé, alors que par la thérapie, j'y arrivais pas. Par le sport, moi je fais beaucoup de sport aussi pour juguler l'anxiété. Bon, ça me remet dans la connexion, ça débranche le mental, mais ça n'a jamais suffi pour réguler, pour déconsidérer l'imaginaire catastrophe du futur.
Moi, je cherchais quand même un truc un peu radical, hein, parce que j'en ai marre de me balader dans les niveaux d'anxiété divers et variés, sur une peur du futur qui n'existe nulle part. Le travail aussi, tiens, je préconise aussi, parce que j'ai travaillé là-dessus, sur la méthode de Cathy Byron, je ne sais pas si tu connais, qui est le travail de déconstruction des pensées, et qui dit comme ça, et c'est très très juste, parce qu'on le voit aussi que dans ces expériences spirituelles, qu'à un moment donné, le poids des pensées chez l'humain est énorme. Donc on s'identifie, on croit des histoires. Quand tu te dis, si j'ai pas cet homme, je suis en insécurité, ou si j'ai pas cette femme, c'est une pensée. Ouais. Mon projet couple va se casser la gueule, ça va être mort pour moi, c'est une pensée. Donc, le poids des pensées est juste énorme. Quand je déconstruis les pensées, à ce moment-là, je deviens libre. Quand j'arrête de croire qu'il me manque quelque chose ou quelqu'un, à ce moment-là, je suis libre. Si je crois qu'il me manque quelqu'un, je suis mort. D'accord ? Donc nos pensées nous foutent complètement en l'air. On le sait, mais à la fois, c'est vraiment important. Ça suffit pas de le savoir. C'est d'arrêter d'y croire. Mais pour arrêter d'y croire, il faut les voir et les déconstruire. Et ça, c'est aussi le travail qu'apporte Cathy Byron, qui est une américaine, qui a beaucoup travaillé sur un protocole de déconstruction des pensées. Véronique, quel genre d'anti-héroïne est-ce que tu serais si cette notion te parle ? Je me vois comme un petit lutin farceur, tu vois, un truc un peu comme ça, une petite lutine farceuse, un peu provoque. Oui, c'est ça, tu vois, c'est le lutin rieur qui fait des farces et des pieds de nez, voilà, et qui espiègle, tu vois, qui veut jouer et qui n'a pas envie de se prendre au sérieux dans des prétentions, machin, tati, tata. Voilà, c'est ça. Et qui aime bien circuler et qui aime pas... qui aime bien le mouvement. Voilà. La lutine farceuse. D'accord. Alors, quel est ton rapport à la peur aujourd'hui, si tu devais le résumer ? Ça s'est calmé. J'ai de la chance, là, je suis dans une période où ça s'est calmé, parce que j'arrête d'avoir besoin j'ai arrêté de croire que j'avais besoin d'un homme pour être protégée, pour juguler mon insécurité. J'ai arrêté de croire qu'il me manquait donc quelque chose ou quelqu'un. Donc j'arrête de projeter, je reviens beaucoup plus tout le temps dans l'ici et maintenant, à goûter l'intensité du moment, sans passer par l'intermédiaire d'un truc extraordinaire dans le futur, tu vois, d'un projet machin enthousiasmant, bon bref. Donc du coup, ça me crée d'abord une libération au niveau de mon énergie, parce que mon énergie psychique était vachement prise par cette idée, il me faut un homme, il me faut un amour, il me faut, je sais pas quoi, il me fallait toujours un truc, quoi, un projet passionnant, il me fallait toujours un machin pour me mettre en suspense, là, en enthousiasme. Là, il me faut rien du tout, tu vois, juste maintenant, c'est génial. Et donc, en fait, ça crée déjà une libération psychique, donc j'ai plus d'énergie disponible, je suis beaucoup plus dans l'ici et maintenant, parce que j'ai beaucoup moins d'anxiété sur le futur, parce que je me projette moins dans le futur. Je suis beaucoup plus dans l'instant, connectée, et je sens beaucoup plus, comment te dire, l'intensité au lieu de le trouver à travers un autre ou à travers autre chose ailleurs, à l'extérieur. Dans l'instant, je trouve vraiment que tout est dans l'expérience, c'est intense. Je vois beaucoup plus les couleurs, les odeurs. Je suis beaucoup plus. Mais je me fais l'observation, je fais pas exprès, ça se passe comme ça. Je suis beaucoup plus dans une observation nette des couleurs. Presque j'entends mieux, ou j'entends des trucs que j'entends. J'ai des informations sensorielles qui apparaissent dans mon champ, qui n'apparaissaient pas, je pense, parce qu'il y avait beaucoup de bruit et d'agitation mentale. Et d'anxiété qui obstruait en fait le champ des perceptions. Oui, donc tu es vraiment dans un éveil sensoriel comme tu l'as jamais eu auparavant. C'est ça, mais ça se fait tout seul, on va dire. C'est pas moi qui décide, tu vois, c'est sans effort. C'est pas moi qui me dis « Ah, revenons ici et maintenant pour aller profiter des saveurs, des couleurs. » Non, je remarque que ça se fait. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des auditrices ou des auditeurs que l'épreuve de l'amour, du couple, rend peureux de la solitude, de l'abandon, du rejet, de l'inconnu, ou alors qui sont hantés justement par cette fameuse peur de perdre l'autre ? Oui, ça c'est tout le travail qui est un travail de libération, qui est la peur de perdre un autre, c'est-à-dire la peur de manquer de quelqu'un.
D'accord, là, donc là, aboutir à une solitude qui est une solitude pleine plutôt qu'une solitude anxiogène. Tu vois, donc on appelle la solitude détresse. Ou encore l'appeler la solitude de l'empereur ou du mendiant d'amour. C'est tous les mêmes termes pour dire la même chose, pour dire que tant que j'ai peur d'être seule, ou que je vis mal ma solitude, que je la subis plutôt que je la choisis, je suis dans la merde. En fait. Donc après, je vais courir après des chimères, je vais me faire mal dans la relation, je vais le perdre, c'est tout le tintouin. Donc l'espace de la solitude, c'est l'espace sacré, en fait. Sacré dans le sens, c'est la porte, c'est la voie royale, et c'est la voie peut-être la plus difficile qu'on imagine pour aller trouver la liberté intérieure. Elle paraît austère, parce qu'on se dit être seule, ça a l'air chiant, tu vois, je suis célibataire, putain, je vais être seule. C'est triste, je vais m'ennuyer, c'est triste, je vais pas partager. Enfin, toutes les représentations autour de la solitude qui va être l'enfer, en fait. Hein. Ouais. Et évidemment, comme d'habitude, quand on s'imagine quelque chose d'horrible, c'est toujours pareil, tu sais, c'est pile ou face. On est dans la dualité, hein, dans le monde de la dualité. Donc quand tu t'imagines que tu vas être dans un truc atroce, et que finalement, petit à petit, tu apprends à tolérer l'espace de la solitude et à le goûter, tu vas, au final, rencontrer l'inverse, qui est non seulement c'est pas atroce, c'est le paradis sur Terre. Ouais. Les moments de solitude peuvent passer d'un truc abominable, qui sont des mémoires traumatiques du passé, hein, d'enfants qui ont été dans des solitudes atroces, à une expérience extrêmement jouissive, intense et goûteuse de moments de solitude complètement pleins. Mais évidemment, c'est un chemin. Ça ne peut pas se faire en 30 secondes et demie. Quand j'ai des mémoires traumatiques de solitude, je ne vais pas, à 10 minutes, là, passer d'une solitude abominable à une solitude pleine. C'est un chemin. Par contre, c'est la porte. La porte, c'est la solitude. C'est pas l'agitation périphérique avec de la relation, en veux-tu, en voilà, un couple, un deuxième couple, 10 couples, du polyamour, du machin. Enfin, tu peux. Il n'y a pas de problème à faire de la relation. Il n'y a aucun problème à faire une des du groupe. Tu peux faire tout ce que toi-même, tu veux. Tu l'as dit, tu as expérimenté. Moi, j'ai tout expérimenté. Tout, le groupe, le couple, le trouble, tout ce que tu veux. Bon, tout fait. C'est parfait. C'est pas le problème d'expérimenter des relations. C'est je cours après quoi? Pour éviter quoi? Si j'évite, effectivement, pour les anxieux, j'évite de me retrouver face à face avec mon anxiété. Donc j'évite la solitude, en fait. Hein. Parce que l'antidote du figement, c'est le mouvement. Donc je vais bouger dans tous les sens, je vais m'agiter dans tous les sens pour éviter de me retrouver en face à face de moi-même. Sauf que c'est pas la porte. C'est une impasse. Mais c'est difficile d'arrêter de courir après l'agitation. C'est plus difficile de se dire, bon, allez, je retrousse mes manches et je vais faire l'expérience de la solitude, qui n'est pas une solitude, moi j'ai jamais dit que je suis dans une solitude, j'ai plein d'amis, j'ai des amants, je vais avoir, pourquoi pas, ou pas, en fait je m'en fous un peu, mais je cours après rien. Voilà, la différence c'est que je ne cours après rien, parce que j'ai trouvé une forme de, même pas plus qu'une paix, c'est une joie dans la solitude, dans les moments de solitude, tu vois. Voilà. Donc quand je peux goûter à cette solitude pleine et que je peux l'apprivoiser et l'apprécier pleinement, alors à ce moment-là, j'ai plus besoin de me raconter l'histoire qu'il me faut quelqu'un ou quelques-uns, ou si c'est pas celui-là, ça sera un autre. J'arrête avec ça. Et concrètement, comment on fait quand on... Voilà, on commence par quoi en fait? On commence par voir clairement qu'est-ce que tu veux pour toi. Moi, quand j'ai commencé à me dire, mais tu cherches quoi? L'intensité ou la paix? Moi, je cherche la paix et la sérénité. Donc les choses sont claires. Pourquoi je m'agite avec le couple? Surtout si le couple ne m'augmente pas ma paix. Si ça augmente ma paix, très bien, je reste dans mon couple. Si ça m'augmente mon stress, qu'est-ce que je fous? Bon, moi j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai quand même, moi toute seule je pouvais pas y arriver, hein. J'ai quand même pris un psy, 2 psys, voire 3, pour travailler là-dessus, pour m'aider et m'accompagner sur ce chemin de rester avec cette solitude qui est une solitude ressource en fait. C'est pas une solitude ermite où je suis là seule dans mon coin à souffrir de ma solitude. Mais pas du tout. Mais j'ai horreur de ça. J'ai horreur des machins de retraite. C'est pas mon truc du tout. Si c'est votre truc, allez-y, mais c'est pas mon truc. Donc j'ai pas besoin de me faire vipassana en mode raide, effort. C'est pas mon truc. Moi je cherche la voie de la douceur, du non-effort, quelque chose qui est confortable. Donc voilà, donc je sais ce que j'ai besoin, je sais ce que j'ai envie, donc je perds pas le nord. À partir du moment où j'ai commencé à m'engager sur cette voie qui était je cherche la paix, je cherche pas l'excitation, j'ai mis en place les stratégies qui vont dans ce sens-là. Tu vois, je me trompe plus de route.
Et puis j'ai continué, je t'ai dit, à chercher dans la spiritualité, je continue de chercher, j'ai cherché plein de trucs. À chaque fois qu'il y a une technique, je suis curieuse, et puis je me dis, tiens, ça peut peut-être m'aider à conjuguer l'anxiété, tu vois. Donc c'est en cherchant qu'on finit par trouver quelque chose qui est tout le temps là, c'est-à-dire la paix. Qui n'est pas une paix constante, puisque la paix constante n'existe nulle part. Même Bouddha, même machin, même ton maître spirituel, Schtroumpf, les gens sont pas en paix en permanence. Ça n'existe nulle part ce truc, c'est une représentation de la paix. Elle ne peut pas être constante. C'est-à-dire, elle est déjà instable, puisque c'est l'impermanence. Tu ne peux pas être tout le temps en paix. Il y a un emmerdement qui t'arrive, un machin, un problème, un pépin, il faut le résoudre. Donc, tu ne peux pas être en paix tout le temps. Mais c'est d'éviter d'aggraver ton cas par des pensées qui ne servent à rien. Qui fait, il me manque un couple, il me manque je ne sais pas quoi, ça serait mieux si... Voilà. Tout ça, ce sont des pensées inutiles qui entravent la paix de l'esprit. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ah bah, je vais bien, puisque j'ai justement... Là, aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, je suis très contente. Je trouve que je suis vraiment contente parce que je suis quand même sortie... en 2020, j'ai quand même passé une année où j'ai failli mourir de troubles digestifs, où j'avais des douleurs, mais H24, un truc horrible. J'ai perdu 12 kilos dans l'affaire quand même. Et beaucoup par rapport à la dépendance affective, hein, parce que j'étais très amoureuse d'un mec et que j'ai souffert de jalousie et que... j'étais frustrée sexuellement, mais j'avais on était très attachés l'un à l'autre, il faut le dire quand même. On est toujours attachés, on est restés en amitié, qui est une forme d'amour aussi. Mais j'avais beaucoup de mal, si tu veux, à imaginer justement l'idée d'être sans lui dans ma vie. Mais sans lui, sans ce couple dans ma vie, tu vois. Donc je suis restée dans des années dans des trucs, avec lui, je suis restée quand même 10 ans avec lui. Donc tu vois, je connais bien l'histoire de la dépendance affective. Donc là, j'étais dans une anxiété, j'avais des attaques de panique tout le temps. Donc l'anxiété, je connais, mais je connais de manière extrême, si tu veux, tu vois. Et c'est les attaques de panique qui déclenchaient mes troubles digestifs. Ouais, c'est lié. C'est complètement lié. Donc quand j'ai compris que j'avais des attaques de panique, déjà j'ai commencé à travailler en thérapie sur comment augmenter mes ressources, arrêter d'être dépendante affective, commencer à prendre soin de moi, à travailler avec l'enfant intérieur, plein de trucs. Je suis remontée sur mon bateau, petit à petit. Donc ça a mis quand même 2 ans. Hein. Petit à petit, j'allais de mieux en mieux. Les attaques de panique, hein, c'est pas évident de s'en débarrasser quand même. Hein. C'est quand même assez costaud. Hein. C'est quand même costaud le truc. C'est la peur de la peur, c'est la peur de ne pas contrôler. Enfin, c'est un machin qui s'organise et c'est un stress post-traumatique, c'est une mémoire aussi. Hein. Donc petit à petit, j'ai su faire avec, là, de moins en moins. Et en continuant de travailler sur ce que j'ai dit, je me suis libérée de cette histoire de croyance comme quoi il me faut un homme pour être protégé. Et hop, on enlève ça. 2, la deuxième croyance, il me faut faire l'amour souvent pour augmenter ma joie, ma vitalité. Hop, j'ai viré ce truc, c'est faux. Donc toutes les croyances comme ça qui me foutaient en l'air, déjà, je les dégagées. Alors, déjà, ça va mieux. Après, en travaillant sur le chemin de l'éveil aussi, de nouveau, par la spiritualité, j'arrive aussi à une bascule qui me met vraiment dans une forme de... N'oublie jamais qu'il n'y a que je suis. Ouais. Je suis tout ce qui est, un point c'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça, le reste n'existe nulle part. Donc, et même pas j'existe. Tu vois. Donc dans cet espace-là, quand j'y retourne, si j'arrête d'oublier que ceci existe, ça va. Si je me mets à repartir dans le fonctionnement de l'ego, toi c'est toi, moi c'est moi, il me manque quelqu'un, il me manque quelque chose, demain ça ira mieux, je suis cuite. Bravo en tout cas, quel chemin. Quand tu es dans une anxiété, en veux-tu, en voilà, je pense que tu cherches tous les moyens pour t'en sortir. Ouais. Parce que de toute façon, c'est marche ou crève. Ou tu fais quelque chose pour t'en sortir, ou sinon tu t'enfermes dans des machins d'anxiété qui sont incroyables, et tu te sens pas bien en fait. Ouais. Donc à un moment donné, c'est de la survie. Donc tu te dis, mais comment je m'en sors de ce truc ? Comment je me libère de ce truc ? Ouais. Donc c'est le travail sur soi, effectivement, le travail de thérapie, le travail d'introspection. Écouter qu'est-ce qui se passe autour, comment les gens s'en sortent aussi. Qu'est-ce qui les aggrave ? Qu'est-ce qui m'aggrave ? Qu'est-ce qui me libère ? Donc c'est cette recherche, en fait. Puis faire ce qui nous convient, en fait. Je pense que c'est fondamental et on a tendance à l'oublier. Faire ce qu'on aime, faire ce dont on a plaisir, faire avec le moins d'efforts possible. On veut l'harmonie et la fluidité.
On ne cherche pas à des trucs rudes, durs. Donc on regarde comment on s'arrange pour se faire souffrir en 10 leçons. Et après, petit à petit, on allège le système. Et c'est beaucoup ça. Mais encore faut-il être conscient de toutes ces peurs, de toutes ces croyances qui s'installent, comme quoi, bah non, on ne peut pas lâcher ce boulot, bah non, on ne peut pas lâcher ce mec, bah non, on ne peut pas lâcher... C'est que des peurs. Et donc les peurs, c'est des croyances. Ouais, complètement. Quels sont tes projets pour les semaines et les mois qui viennent ? Des projets très court terme qui sont continuer à produire des vidéos, tu sais, des conférences, des vidéos, des trucs comme ça, parce que j'aime bien faire ça. Oui, c'est vrai que les projets professionnels, j'aime bien, ça m'enthousiasme pas mal. Là, les interviews, les émissions de radio, tu vois, ça j'aime bien. J'ai l'impression que ça peut aider. Tu vois, toute mon histoire et toutes mes recherches, c'est vrai que je les transmets parce que je sais que cette manière d'avoir décortiqué, analysé tous ces processus, ça aide souvent les gens à piger des trucs que moi j'ai pigé. Ok, et puis après, au niveau perso, j'ai pas tellement de... Tu vois, du coup, j'ai pas de projet particulier qui me ferait triper. C'est plus, je prends ce qui vient. C'est-à-dire, si on me fait des propositions alléchantes, why not ? Mais je vais pas courir après un truc particulier, mais il y a plein de propositions alléchantes en fait quand je regarde bien. Voilà, il y a un projet là où je vais peut-être partir. C'est un copain qui vient vers moi qui me dit pourquoi on ferait pas un projet au Portugal où on vivra en communauté. Je dis ouais, ça fait longtemps que ça me traîne dans la tête, pourquoi pas. Bon, je vais explorer ça. Mais si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, tu vois. Mais c'est cette idée plutôt de vivre en amitié déjà pour avoir des ressources amicales. Après des amants, pourquoi pas. Et pourquoi pas un couple, si un couple arrive... si un couple se crée, pourquoi pas, mais pas à n'importe quel prix. Si tu veux, moi je suis ouverte à tous les possibles. J'ai pas de souci à pourquoi pas tout, mais à condition que ce soit pour plus de plaisir, pour plus de bien-être, pour plus d'harmonie que de galère. C'est tout, c'est simple. C'est pas compliqué. Plus de paix, moi je cherche la paix, je cherche pas les emmerdements. Donc si ça mène à quelque chose de joyeux et de paisible, tout va bien. Si c'est pour vivre des trucs de stress, laisse tomber, je vais pas y rester longtemps. C'est simple. Franchement, c'est d'une simplicité, c'est vraiment... Tu simplifies le truc, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Je garde. Ce qui me rend pas heureuse, hop, au revoir. Quelle belle philosophie, très pragmatique au final, mais qui a l'air de bien fonctionner en tout cas. Véronique, je te remercie, vraiment. C'était un plaisir de t'avoir dans Anti-Héroïne. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, et notamment dans cette émission. Voilà, merci. Merci Jasmine. C'est Yasmine, mais c'est pas grave. Le couple n'est certes pas que charge mentale ou anxiété bouffeuse d'énergie. Ça peut être aussi beaucoup de moments de bonheur, plus ou moins durables. Pourquoi ne pourrait-on pas voir le célibat de la même manière, avec ses avantages et ses bons moments ? Que l'on choisisse la paix ou l'intensité, l'important n'est-il pas de se sentir bien ? Ou du moins le moins mal possible ? Je me sens bien, ce dimanche matin, seule sur mon canapé en pyjama à réfléchir à ces questions. Radio FIP en fond et un mug de thé à la main. Cette année, aucun suspense anxieux à l'approche de la Saint-Valentin. Je sais déjà que personne ne m'offrira de fleurs, alors je me la suis offerte. Aucune raison d'attendre que cela vienne d'un autre quand on peut soi-même se faire plaisir, selon ses goûts et exigences. Non, je ne suis pas malheureuse. On me voit peut-être comme quelqu'un d'égoïste qui penserait avant tout à elle-même, comme la tata célibataire parisienne, folle, forcément alcoolique et dépressive, qui mange du Nutella dans son lit. Tout cela n'est pas entièrement faux, mais j'aime me dire que comme Catwoman, j'ai 9 vies, et que même si ce n'est pas toujours sous la forme qu'on l'attendrait, chacune d'entre elles est remplie d'amour. Merci pour votre écoute, et à bientôt dans Anti-Héroïne.